Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. DMG. Bonsoir Anne. Voilà l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Bamako. C'est une jeune fille du nom de Fatima qui était au lycée. Elle était en terminale. Maintenant, vu que les vendredis après l'école, là, tout le monde se réunit devant le portail pour causer parce que demain c'est le week-end, il n'y a plus cours. Tout le monde se réunit devant le portail pour causer. C'est comme ça qu'elle a fini son cours. Elle sortait de l'école avec sa camarade et puis devant le portail, elle a aperçu une voiture, une jolie voiture. Maintenant, il y a un monsieur qui sort de la voiture et puis elle tape sa copine. Elle dit, ah, il y a ce bel homme-là, il y a comment il est beau. Donc sa camarade dit, ah, moi aussi je l'ai vu, il est mignon. Maintenant, elle voit que le jeune vient vers elle. Il vient vers elle et puis lui dit, ah, demoiselle, comment vous allez? Elle dit, elle va bien. Elle dit son nom, il dit son nom. Il dit que, ah, il est perdu, qu'il cherche un coin. Je ne me rappelle plus le nom du coin, mais il lui a dit qu'il cherche un coin. Elle a indiqué, c'est ainsi qu'il est parti. Maintenant qu'il est parti, le lundi, elle est venue à l'école. Après le cours encore, elle sort de l'école. Elle aperçoit le même jeune. Il vient encore vers elle. Elle lui dit, ah, c'est encore pour les renseignements. Il dit, non, c'est pas pour les renseignements. Je suis venue à cause de toi. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, sa camarade n'était pas avec elle. Donc, ils ont causé ensemble, ils ont cheminé. Elle est montée dans sa voiture, ils sont partis s'asseoir dans un espace, ils ont cheminé, ils ont causé tout et tout et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à tomber fond du jeune. Lui aussi, il a commencé à tomber fond d'elle. Mais seulement qu'il lui donnait le conseil, Elle a présenté à sa maman, tout et tout, il lui donnait les conseils. Maintenant qu'elle a présenté à sa maman lui a dit que, ah, tu sais que chez nous, les musulmans, on ne doit pas vivre dans le péché. Normalement, si vous voulez marcher ensemble, là, ils doivent venir faire coco. Eux, leur coco, ça donner petit cola. Donc, elle, c'est ce que sa maman lui a dit. Donc, elle en parlait à son petit ami. Il lui a dit que, ah, que moi, je ne suis pas pressée. Vu que tu es en classe de terminale, tu as toute la vie devant toi. Et le bac, après le bac maintenant, on verra, on essaie de comment d'approprier la proposition de ta maman. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a attendu jusqu'à elle a eu le bac. Elle a eu le bac encore. Elle lui a dit, ah, c'est que ma maman a dit là, tu dis quoi? Il dit non, que tu as eu le bac là, tu ne travailles pas. Que c'est préférable, il faut travailler, comme ça qu'on se marie. C'est avantageux pour nous. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que la fille a eu du travail. Maintenant, le jeune homme, maintenant, il va se présenter à la famille maintenant pour pouvoir faire le coco pour la doter, tout ça, pour la marier et tout. Arrivé là-bas, quand il parle là-bas... On appelle ça le toqué-porte là, le toqué-porte. Ah, d'accord. Arrivé là-bas, il croise le père. Ils ont causé tout et tout. Après, le père se lève, il fait signe à sa fille. Il rentre sa fille dans la chambre. Et puis le papa dit à sa fille, oh ma fille, tu es sûre que c'est cet homme-là tu veux marier? Elle dit oui papa, c'est lui. Le père dit lui il a un mauvais pressentiment qu'il ne conseille pas sa fille comme c'est là. La fille dit non, ah papa, je l'aime. Que si c'était pas une bonne personne là, il n'allait pas attendre, patienter, déterminer jusqu'à ce que je travaille. Que en tout cas, c'est une très bonne personne. Le père a dit, en tout cas, moi j'ai un mauvais pressentiment. Mais ça te risque péril. Je ne serai pas à ce mariage-là. Donc quand son papa a dit ça, elle s'est énervée contre son papa. Elle parlait même plus avec son papa. Oh, elle était plus collée à son papa que sa maman. Elle parlait même plus avec son papa. Qu'elle est tombée malade. C'est sa maman maintenant qui vient voir le père. Ah, c'est notre fille. C'est ce que son cœur a choisi. Donc laisse-la. Son papa a dit ok. Ils ont fait les démarches du mariage. Il est venu marier la fille. Il est venu avec de grands types, de grandes personnalités. Chacun avait son véhicule. Ils sont venus marier la fille. Quand ils ont fini de la marier, tout et tout, elle est partie avec le monsieur. Ils sont partis très loin. Il a fait de telle sorte qu'elle a oublié sa famille. Elle a oublié complètement sa famille. Et puis, à chaque année, elle commençait à perdre connaissance.
elle s'en souvenait de personne, de sa maman ou de son papa, ou elle se souvenait de personne. Il a fait oublier, il a fait oublier tout ça. Et puis, il a fait un truc. C'est que quand elle s'en va au travail, là, tout ce qui va se passer dans sa journée, là, elle va venir raconter au monsieur, clair et net, sans oublier aucun détail. Elle va tout lui dire. C'est comme ça la fille commençait à s'affaiblir, elle tombait malade. Mais à chaque fois qu'elle quitte au boulot, elle partait à l'hôpital. Et quand elle partait à l'hôpital pour faire les examens, les analyses, elle rencontre une petite fille qui s'assoit toujours sur le banc des attentes. Elle raconte toujours une petite. À chaque fois qu'elle s'en va à l'hôpital, elle voit une petite fille qui s'assoit là. Elle voit une petite fille qui s'assoit. Oh, avant d'aller à l'hôpital, elle a un supermarché où elle part prendre des gâteaux. Maintenant, à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, qu'elle trouve la petite fille, elle donne le gâteau à la petite fille. C'est ainsi qu'un jour, elle est partie à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, elle a donné le gâteau à la petite fille. Puis la petite fille lui dit, ah, Tati, cette fois-ci, quand tu vas là à la maison, quand ton mari va préparer pour toi, tu ne manges pas. Faut pas que tu vas manger. Tu prends la nourriture, tu renverses dans le WC, tu tires la chasse. Lui, il va penser que tu es endormi, puisqu'il va mettre quelque chose dedans. Il va penser que tu es endormi. Quand il va venir vers toi, là, quand il va se coucher auprès de toi, là, quand tu vas sentir ton corps glacé, là, tu te lèves un coup. Et puis tu récites quelque chose. La récitation, j'ai oublié, mais tu récites quelque chose. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Oh, le monsieur, il a fait quelque chose à sa femme. À chaque fois qu'elle part au travail, tout ce qui se passe là, elle raconte. Mais bizarrement, ce que la petite fille lui a dit, elle n'a pas pu raconter ça à son mari. Donc, elle est arrivée, le monsieur a fait sa table. Ah chérie, il faut manger, tu te sens pas bien, il faut manger tout. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est sorti, elle a pris la nourriture. Bizarrement, elle s'est rappelée de ce que la petite lui a dit. Elle a renversé la nourriture dans le WC. Elle est partie se coucher. Elle dit, après, elle a senti la chambre glacée. Un homme qui est venu se coucher à côté d'elle. Quand elle s'est levée, elle a commencé à réciter les trucs. C'était plus son mari. C'est comme si tout son corps, tout le bas là était ses pains et puis sa tête était lui. Elle a commencé à avoir froid. Après, la petite a apparu à côté d'elle. Elle a commencé à lui parler. Après, sa famille est venue. Quand sa famille est venue, ils ont appelé le grand imam de Bamako. Quand ils ont appelé le grand imam de Bamako, il a commencé à faire les sourates. Et puis, le papa lui dit que la petite, c'est une de notre ancêtre qui nous protège. Maintenant, quand l'imam a fait les sourates, tout et tout, l'imam lui dit que, est-ce que tu sais que c'était un esprit que tu as marié? Qu'il a pour habitude de venir, par exemple, comme ça, je prends un exemple, il peut venir en Côte d'Ivoire comme cela, il va se marier avec toi, il va te faire oublier ta famille, jusqu'à ce qu'il te tue et puis change de pays. C'est-à-dire que tous ceux qu'il a déplacés pour venir dans le mariage, c'était des démons, c'était des esprits. C'est comme cela, à chaque fois qu'il finit de pratiquer, et puis c'était un esprit. Quand l'imam a récité le truc, l'imam a dit que c'est un esprit. Que à chaque fois qu'il fait ça là, ça lui donne, ça augmente sa durée de vie sur la terre, ça augmente la durée de vie sur la terre, C'est-à-dire que si toi il a fini de te tuer là, il change de pays, il fait ça, et puis il vit. Mais pour la fille, il n'a pas pu. Donc c'est comme ça, mais la fille, elle s'est plus retrouvée jusqu'à présent, mais elle est restée auprès de son papa, mais elle a perdu connaissance. Voilà, c'est un peu mon histoire. La prochaine fois quand je vais revenir, j'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Merci. D'accord, dans les commentaires. Alors, merci pour l'histoire, Anne. D'accord. Oui, je suis. Bon, l'histoire dont je veux raconter, c'est l'histoire de ma grande soeur décédée. Vous m'écoutez? Oui, on te suit très bien, mais tu peux continuer sans t'arrêter. Ok. C'est l'histoire de ma grande soeur décédée. Bon, dans les années 2013, c'est comme du coup, elle a passé le bac, donc le bac a marché pour elle. Donc, elle a fini de prendre le résultat du bac. Elle est venue à la maison. Elle a dit que non, qu'elle a une migraine.
Donc, du coup, ma maman l'a donné des comprimés pour qu'elle puisse boire. Donc, quand elle allait boire, elle s'est couchée, elle s'est plus réveillée. Dans ça, elle est décédée. Elle est morte. La migraine l'a tuée, quoi. Donc, quand elle est morte, ils sont allés faire l'enterrement, voilà. Ils ont fini l'enterrement. Donc, c'est comme, elle allait se remarier. Par exemple, en ce temps-là, je suis à Abidjan. En ce temps-là, il y a une commune d'Abidjan, on appelle Koumassi. Nous, on était à Koumassi. Elle allait vivre avec un jeune à Yopougon. Donc, c'est comme quand Placide est décédée, ma grande soeur, la relation de papa et maman, ça a été bizarre. Donc, le vieux nous a laissés, nous a abandonnés. Donc, quand ils nous ont abandonnés, c'est comme la vieille n'arrivait plus à payer la maison. Ça a doublé si elle, le promoteur, la scellait. C'est comme elle devait 3 mois de maison, elle n'arrivait pas à payer. Donc, en ce temps, ma maman travaillait au port. Donc, un jour, c'est comme elle était en train de travailler. Maintenant, le gardien du port est venu l'appeler pour lui dire non, mais ils ont laissé une commission pour toi au portail. Donc, elle vient. C'est comme la personne qui a laissé la commission, elle est venue laisser une enveloppe d'argent et puis il a laissé son nom. La personne a dit que non, que donner l'argent à ma maman, que non, que si elle vient là, dites-lui que c'est sa fille qui a laissé l'argent. Ça m'a dit, mais le nom de la personne que vous avez dit là, c'est le nom de ma fille, mais elle est décédée. Comment est-ce qu'elle va venir laisser l'argent? Le gardien dit, ah, mais moi, je ne connais pas ta fille. Voilà ce qu'elle est venue me dire. Elle m'a dit de te donner l'argent. Donc, maman a compris que non, du coup, elle a su que non, vraiment, la vie avait besoin d'argent. Donc, la vie a expliqué aux gens, dit non, mais du coup, comme elle-même, elle est venue te donner l'argent, il faut prendre, tu vas prendre pour régler tes problèmes, voilà. Donc, c'est comme, on appelle ça comment la vie a pour payer la maison, tout. Un autre jour encore. Il y avait ses amis de l'école, parce qu'il y a d'autres qui ne savaient pas qu'elle était décédée. Elle partait dans son école, les gens la voyaient, mais du coup, quand ils revenaient demander à la maison, on dit non, qu'elle est décédée. Donc, du coup, là, au début, nous, on a pensé que non, c'était des faux trucs. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un monsieur qui vient nous dire, mais du coup, il y a vu une fille à Yopougon. Elle restait un peu avant soeur. Donc, maman dit non, mais du coup, là, peut-être que comme les gens sont deux, peut-être que ça peut être Placide. Placide est mort, ça fait 1 an. Pendant ce temps, le jeune vivait lui à Yopougon. Il a pressé, mais toujours, depuis ce toi, je ne connais pas tes parents, je ne connais pas ta famille. C'est comme toi et moi, on est là. Donc, du coup, quand toujours le jeune lui parlait, elle disait au jeune que non, mais je t'ai dit de te calmer, non. Que forcément, un jour, je vais te montrer chez ma famille. Donc, un bon matin comme ça, le jeune s'est levé et dit non, mais lui, il en a marre parce que ça fait plusieurs années là avec la fille. Je ne connais pas tes parents, voilà, je ne peux plus continuer avec toi. Donc, c'est dans ça maintenant. Elle va dire au jeune que, ok, donc comme tu insistes, par contre, allons, je vais te montrer ma famille. Donc, c'est dans ça, elle prend le jeune, ils viennent à Koumassi. Donc, c'est comme la maison est à, on peut dire, 30 mètres même de là. Elle dit au jeune que, mais tu vois la cour qui est là, va m'attendre là-bas, je vais acheter quelque chose à la boutique. Donc, pendant ce temps, nous étions dans la cour, on était assis, tout, on voit le jeune rentrer, nous, on ne le connaît pas, il est assis, il a arrêté depuis. Donc, c'est dans ça, il y a une dame dans la cour, elle va vers lui, elle dit, mais monsieur, vous attendez qui? Il dit, non, mais je suis venu avec quelqu'un, elle m'a dit que non, de l'attendre ici, voilà. Donc, ils lui ont donné la place. Ils lui ont donné la place, le gars, c'est plus de 30 minutes, 1 heure. On dit, mais du coup, tu sais qui tu es venu? Il dit, ah, que non. Je suis venu avec ma camarade, elle m'a dit, ses parents habitent dans la cour ici, que non. Elle s'appelle Placide. Donc, au fait, quand le jeune a dit le nom là, on a tiqué, mais on s'est dit peut-être que non, il ne sait pas qu'elle est décédée, mais soit c'est un de ses camarades, voilà. Donc, on redemande au jeune, mais du coup, quelle est la personne dont tu as parlé d'elle là, tu as su? Il dit oui, que non, il était avec elle tout à l'heure. Que non, mais c'est elle-même qui l'a montré la maison, que non. On appelle ça, comment elle dit, il n'a qu'à venir l'attendre ici. On dit, tu es sûr? Il dit oui, tout à l'heure même qu'elle a pris la voiture, elle. Il dit, genre, on appelle ça comment? Il dit que non, elle dit que ses parents sont dans la cour. Donc, mon grand frère prend le jeune, le met à côté. Il dit, mais du coup, la personne dont tu as parlé d'elle là, elle est décédée, ça fait bientôt 2 ans. Il dit non, que mais lui vient la fille, que pourquoi elle est décédée? Elle n'est pas décédée, voilà. Donc, on essaie de faire comprendre aux jeunes. Donc, du coup, ici, quand tu meurs chez nous, quand tu meurs, quand tu es dans le cercueil, on te prend des photos, voilà, pour essayer de garder, voilà. Donc, c'est dans ça, on montre les photos du cercueil, où elle était dans le cercueil, tout. Mais le jeune refuse de croire que c'est elle. Donc, ils sont allés appeler ma maman. Tellement même, là, ça a dépassé ma maman, elle est tombée, elle est évanouie. Donc, c'est dans ça, maintenant, ils vont montrer les photos, maintenant, les preuves. Le jeune dit, ça fait bientôt 6 mois, lui, il est la fille. Que non, voilà, c'est maintenant, il comprend maintenant pourquoi est-ce que la fille ne voulait pas venir le montrer. Donc, c'est dans ça, quand le jeune est quitté, tellement il a été traumatisé, il n'a pas pu se lever.
Donc, ils ont appelé sa famille est venue le chercher. Donc ça, ma grande soeur, elle a disparu. Donc, à la dernière nouvelle, on dit le jeune, il était gravement malade, il est décédé. Donc, on s'est rendu au village, ils sont allés faire des sacrifices pour qu'elle arrête de se montrer. Elle arrête de fatiguer les gens parce qu'elle se promenait. Elle se promenait. Maintenant, du coup, quand elle te rencontre, elle dit que non, qu'elle a sa famille à Koumassi. Elle ne te cache pas, mais du coup, elle ne te dit pas qu'elle est décédée. Elle se dit, il y a sa maman à Koumassi. Voilà. Donc, tout dernièrement, ils sont allés faire les sacrifices au village pour qu'elle arrête de se promener. Voilà. Donc, 2 temps là. On dirait, je pense bien que ça commence, ça va. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter, Tchala. Wow. Et toi, tu l'as vu physiquement? Bon, moi, je ne l'ai pas vue physiquement, mais elle est venue chercher. Il y a ma soeur qui est là, Diana. Elle allait chercher ma soeur Diana à l'école parce que, du coup, quand. Diana, elle est avec toi? Diana. Bon, elle est sortie. Ok. Elle va rentrer, tu nous appelles encore pour qu'elle vienne témoigner aussi. Hein? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, Hermine. Hermine 2251. Merci beaucoup pour ton histoire. Donc, je vais vous rappeler dès qu'elle rentre. Super, on est ensemble. Ok. Sing. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, et toi, ça va? Je vais très bien, merci. Excusez un peu ma voix cassée, je suis un peu enrhumée. Donc, mon histoire va s'intituler « Chicoté par un esprit ». C'est toi qu'on a chicoté, maman? Non, c'était mon père. Ok. C'était mon feu père. On était petits, j'avais 5 ans au décès de ma grand-mère paternelle. On est allé au décès et mon père avait sa petite amie. Et pour tromper ma mère, il est parti dans la chambre de sa cousine. Et avec son autre petite, on connaît tous. Et après, il a demandé à sa cousine, est-ce que tu peux me prêter ta chambre et tout, sachant que sa cousine sortait avec un blanc. Mais sauf que le blanc là, c'était un esprit. Et la cousine à mon père, elle savait avec qui elle sortait, connaissait la personne entièrement, ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait. Il demande à sa soeur, il lui dit, bah, comme tu as laissé ton gars à l'aéroport aujourd'hui, est-ce que tu peux me prêter ta chambre? Et puis, elle dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. Il va dans la chambre avec sa copine et tout. Le blanc, on l'a bien mis à l'aéroport, il est bien entré dans l'avion, il est parti, on l'a vu partir. Sauf dans la nuit, mon père, quand il dormait, il voit une lumière apparaître dans la chambre. Et la lumière, au fur et à mesure que la lumière approchait de lui, c'était le blanc qu'on a vu partir le matin. Et mon père nous a dit, quand il le touchait seulement, c'est comme si c'était les courants électriques. Il le chicotait de partout. Il le chicotait, il pleurait. Et il dit, et celle qui était à côté de lui, elle n'a rien entendu. En fait, le blanc là, il était tellement jaloux, il pensait que mon père était l'amant de sa sœur en fait. C'est pour ça qu'il est venu chicoter mon père. Mais en réalité, ce n'était pas ma tante qui était couchée, mais c'était la copine à mon père qui était couchée. Mon père veut sortir, il bloque la porte et tout. Et c'est quand à un moment, la fille, elle s'est retournée, s'est tirée, s'est retournée. Quand il a vu, il a dit, oh, pardon, il est sorti. Et mon père dit, il a vu le mur s'ouvrir. Le type est passé par le mur, il est reparti. Quand il a vu que ce n'était pas ma tante, il a demandé pardon, il est parti. Une semaine après, ma tante qui a invité toute la famille a dit, oh, mon type est revenu, je vous invite, venez à la maison. Mon père qui dit, ah non, chez toi, je ne viens pas. Elle dit, non, viens. Et là, il n'avait pas raconté cette histoire, il n'a raconté ça à personne. Quand ils arrivent, le monsieur, il trouve le monsieur assis, il lui serre la main.
Après, elle présente, tiens, voilà mon petit frère chéri et tout. Et le monsieur qui s'élève tout souriant. Bonjour mon beau, mon père dit qu'il a fait pipi sur lui. C'était tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Et après, il a raconté l'histoire à la famille. Donc, c'est passé. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, elle n'est plus avec lui. Bon, mon père, lui, n'est plus de ce monde. Mais bon, c'était la petite histoire pour aujourd'hui. Pour une autre fois, ça sera mon histoire à moi. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir Juliette, comment tu vas? Ça va et toi? Je vais très bien, merci. Bon, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est un peu comme une leçon. J'aimerais que les parents surveillent un peu leurs enfants. Les enfants qui reviennent à la maison avec des objets dont ils ne connaissent pas la provenance, là, il faut faire très attention. L'histoire s'est passée en 2011. Je suis quittée d'ici, au Gabon. Je suis allée apprendre au Cameroun. Quand je suis arrivée, bon, il se faisait quand même déjà tard. Hein? Donc, on m'a inscrit dans une école privée catholique. Mais je vais un peu essayer de masquer les noms et... Parce que j'ai même peur. Je ne sais même pas s'il y a peut-être certaines personnes ici là qui peut-être, je ne sais pas, étaient bien qui ont eu vent de cette histoire. Donc, j'étais en 3e parce que c'est l'année où j'ai eu mon BPC. Dans ma classe, j'étais amie avec 3 garçons. Parce que moi, je m'asseyais avec... C'était de long banc. Dans notre école, c'était de long banc. Donc, moi, je m'asseyais avec 3 garçons et j'étais la fille. Donc, parmi nous, il y avait un musulman. Musulman d'une famille assez riche. Parce que vu les objets avec lesquels il venait à l'école et tout. Donc, voilà. Et un jour, il m'a remis sa montre. Ça, c'est quelques temps avant qu'il ne meure. Il m'a remis une montre parce qu'on allait faire sport. Il m'a remis une montre et il m'a demandé de garder la montre. Et le week-end qui arrivait, il est décédé. Et il est décédé tragiquement. Il est décédé par accident. Accident de train. Moi, j'avais gardé la montre. Je savais, et c'était une montre en or parce que c'est une montre qu'il avait reçue lorsque son père avait voyagé. En fait, son père était revenu de voyage. Donc, il avait reçu cette montre-là en tant que cadeau. Donc, il m'a remis la montre et il m'a demandé de garder la montre parce que c'était à eux, les garçons, d'aller faire sport. Donc, j'ai gardé la montre. Et une semaine après, il est décédé. Et j'avais toujours la montre parce que de temps en temps, quand je venais à l'école, c'était la période de devoirs et tout. Donc, on devait faire les devoirs. Donc il n'y avait pas possibilité d'apporter la montre. Il n'y avait pas possibilité d'apporter la montre avec moi. Donc, quand il décède, je me suis dit que puisqu'il est décédé tragiquement, je me devais de remettre la montre à ses parents. À chaque fois que je dormais, je rêvais de lui. Il venait me dire dans les rêves, ne remets pas la montre à mes parents, ne remets pas la montre à mes parents. Je sais pas. Il me disait souvent, ne remets pas la montre, ne remets pas la montre. Puisqu'à cette époque-là, je vivais avec ma tante, j'ai fait cas de ce rêve-là. En fait, j'ai raconté à ma tante que je le voyais souvent dans mes rêves et il venait m'exiger de jeter la montre. Puisque c'était les musulmans, ce que j'ai oublié de dire, c'est que puisque c'était les musulmans, le lendemain de son décès, on l'avait enterré parce qu'eux, ils ne traînent pas trop avec les corps. Donc, le lendemain, on l'avait enterré et on n'a pas pu malheureusement faire une veillée et tout. Mais avec les autres camarades de classe et moi, on a décidé d'aller rendre visite à ses parents pour leur adresser nos condoléances. Quand nous sommes arrivés, chose étrange, le papa n'avait pas notre temps en fait, si je peux dire ça comme ça. Il n'avait pas notre temps, il était dans son coin. Il était en train de parler avec sa femme, du genre comme si de rien n'était. Et c'est même nous, étant petits, parce que nous étions peut-être 7 élèves de la classe, c'est nous qui insistions en disant nous sommes venus pour vous adresser nos condoléances. Il nous a dit oui, j'ai compris, c'est bon, vous pouvez partir. Moi, j'ai trouvé ça bizarre et ce jour-là, je suis partie avec la montre dans mon sac et je ne leur ai pas remis la montre. Je suis retournée à la maison avec.
puisque dans notre salle de classe, il y avait un gars qui était ami avec lui. Le gars en question vient me raconter que dans leur quartier, il se raconte que c'est son père qui l'aurait tué. Je ne vais même pas citer même son nom parce que ça, c'est une histoire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens, si ils m'écoutent, qui étaient à l'école avec moi, qui se rappellent de cette histoire. Donc, c'est comme ça que le gars de ma classe vient me dire que dans leur quartier, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est son père l'auteur de la mort de son fils. Et le père passait le temps à se justifier dans le quartier. Oh, moi aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon fils et tout, patati patata. Quelques temps plus tard, on faisait les devoirs parce que nous, on faisait les devoirs pendant les week-ends. Genre samedi, chaque samedi, on avait des devoirs. Le père vient voir mon ami encore et en lui disant que il aurait aperçu son fils au nord. Donc on lui a dit qu'on l'avait aperçu au nord et au nord qu'il vendait des pagnes sur sa tête. Du genre que son fils faisait le commerce des pagnes et tout. C'est comme ça que mon camarade de classe pose la question de savoir, mais quand il vend les pagnes comme ça, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de le récupérer ou bien de le reprendre et tout? Le père dit, oui, j'irai voir un traitant qui va m'aider à le récupérer. Je ne sais pas comment on va faire. À chaque fois, il se justifiait comme ça dans le quartier. Vous m'accusez que j'ai tué mon fils. Je ne sais pas de quoi vous m'accusez et tout. Pourtant, moi, je l'ai vu quelque part. On me dit qu'on l'aurait aperçu quelque part en train de vendre des draps. Que s'ils vendent les draps, c'est de ma faute. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit même le nom du collège quelque part dans les commentaires. Moi, je ne vais pas dire le nom du collège. Donc, c'est ça en fait. Et moi, j'avais été touchée personnellement par cette histoire parce que le gars, c'était mon camarade de classe. Ton gars, n'est-ce pas? Non, c'était un camarade de classe. Et il te donne la bague comme la non, montre il comment? m'avait remis la montre juste pour attraper en fait, parce que eux ils allaient faire sport. C'était pendant l'évaluation de sport. D'abord les filles étaient évaluées, ensuite les garçons. Ok. Voilà. Donc moi j'avais été touchée personnellement par cette histoire parce que d'abord c'était mon meilleur ami dans la classe. On s'asseyait ensemble et de plus par rapport au fait qu'il venait dans mes rêves me demander de jeter la montre, qu'il fallait pas que je remette ça à ses parents. Bon, pas vraiment ses parents, parce que son père s'était remarié et sa mère vivait dans le nord. Dans le nord, je ne sais pas trop. Dans le nord, il m'a dit dans le nord. J'espère qu'ils étaient du nord. Donc, en fait, ça m'avait tellement choqué parce que tous les jours, je le voyais en rêve. Il venait vraiment comme quand je le voyais en classe. Il venait, il me disait, écoute, la montre que j'étais remise, je ne veux pas que tu remettes ça à mon père. Je veux que tu la jettes, en fait. Je ne veux pas que quelqu'un prenne cette montre-là. Et quand j'ai expliqué ça, ma tante m'a dit, je ne sais pas, peut-être que c'est ceux qui manquent. Je ne sais pas, pour qu'on l'achève quelque part ou bien, je ne sais pas. Et ensuite... Et la montre, tu as joué la montre là avec toi? Je l'ai jetée parce qu'il me demandait à chaque fois de la jeter. Et une fois que je l'ai jetée, il n'est plus jamais revenu dans mes rêves. La montre était en or, n'est-ce pas? Oui, c'est une montre, vraiment une montre de valeur parce que je montrais ça au gars. J'avais montré ça à un bijoutier de mon quartier. Il a même voulu l'acheter. Mais comme elle ne m'appartenait pas, je lui ai dit non et tout machin. Donc, j'ai dû la jeter. Et dès que j'ai jeté la montre, plus jamais il n'est venu dans mes rêves. Mais la rumeur continuait dans son quartier que c'était son père qui l'aurait tué, un truc comme ça. Wow. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours sur le fait que les parents devraient contrôler leurs enfants. Les objets qu'on trouve à l'école, ou bien un camarade te donne un objet et tout, faut pas permettre que les enfants rentrent à la maison avec des objets. Je sais pas, faut interdire ça. Vraiment. Faut interdire ça. Parce que je sais pas si j'étais allé remettre la montre, je sais pas ce qui se serait passé en fait. Je vois dans les commentaires, d'autres disent qu'ils auraient préféré vendre la montre là comme c'est en or. D'autres disent qu'ils vont jeter. En tout cas, dans les commentaires, toi tu vas faire quoi? C'est toi qui as la montre là, tu vends ou bien tu gardes? Ou bien tu remets à ta maman ou à tes parents? En commentaire, dis-moi ça en commentaire. Julienne, merci beaucoup pour l'histoire. Merci. C'est toi qui avais dit que les coachs vont mourir célibataires, n'est-ce pas? C'est toi qui avais dit ça, non? Mais oui, les cours, vous êtes nos frères en fait. On vous voit comme nos frères. Vous êtes gentils, mais vous êtes nos frères en fait. Donc c'est la friend zone. C'est bon, vous en frangin quoi. Donc vous êtes nos frangins. Donc j'amène ça à l'église.
Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Donc, il emmène ça à l'église. Jette les problèmes, tu Ok. Bonsoir, chers tous. Patrick, ça dit quoi? Ça va très bien et vous? Je vais très bien, merci. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue, ma mère et moi, nous avons vécu personnellement. D'abord, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, précisément à Bonois. Ma mère, elle a des frères et sœurs, elle a 3 frères et elle a des sœurs. Elle a l'un de ses frères qui est au village, qui l'appelle un de ses jours. Bonjour grande sœur, ça fait 2 jours que je ne vous vois pas, c'est vrai vous m'envoyez de l'argent pour vivre et tout. C'est bien, mais je veux venir du côté de Bonois pour faire quelque temps à la maison. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, ce sont les vacances, tu peux venir. Et depuis que cet oncle il est venu à la maison du côté de Bonois, les choses se gâtaient dans la maison. Le frigo qui n'a plus de frayons, les ampoules qui se cassent, la télé qui a un souci, le ventilateur qu'on doit emmener à la réparation chaque 2 jours. Et ma mère, elle est catholique, elle a commencé à se poser des questions. Elle a consulté des sages du côté de l'église catholique. Moi, je ne suis pas très catholique, je suis plutôt évangélique. Elle a même consulté des pasteurs qui lui ont dit, tiens, c'est ton frère qui est là-bas, celui qui est venu du côté de Bonois. Et je rappelle que mon oncle, il est handicapé. Et pendant qu'il était à Bonois, il avait acheté des bougies parce qu'elle a été conseillée par des gens du côté des catholiques. Et quand la fille de ménage allumait les bougies, le matin, quand on se réveille, la bougie n'a pas bien brûlé. C'est comme si pendant la nuit, quelqu'un s'est réveillé et a éteint la bougie. Donc, la mère faisait des histoires, elle faisait des histoires à la fille de ménage et moi. J'ai dit, écoute maman, c'est pas, on se connaît depuis très longtemps et j'ai pas pour habitude d'éteindre la bougie. Et la fille de ménage qui est avec nous depuis très très longtemps aussi ne s'est jamais permise d'éteindre les bougies. Donc cette histoire s'est tassée et tout. Et après, ça continuait de mal en pis, de mal en pis. Et pendant cette période, on a un an qui fait les recharges en gros. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui se proposent de faire de grosses sommes de transfert, que ce soit en crédit ou bien en retrait d'argent à des particuliers. Et mon autre oncle qui faisait cela a eu un accident. Il a été braqué. Et pour la petite histoire, lorsque celui qui était à Bonois y était, tous ses frères sont passés. Ah bonjour, on dit quoi au village? Est-ce que ça va? Bon, j'ai un présent pour toi. Et ce dernier, comme il avait été braqué, il est venu les bras ballants à la maison à Bonois. Donc il est venu voir son frère. Bonjour petit frère, comment tu vas? Il dit je vais très bien. Et le village, ça va? Il a répondu oui, ça va très bien. Et il lui a brossé. Mais est-ce que les gens font au village? Est-ce que tu fais aussi? En disant ce que les gens font au village, il veut parler de la sorcellerie. En ivoirien, on dit c'est jeté. Bon, il a fait mine de ne pas comprendre. Donc, il a posé la question d'une autre manière. Bon, la sorcellerie que les gens font au village, est-ce que tu pratiques? Il a hésité un instant. Il a dit oui. Mon oncle, qui a eu un souci à Abidjan, quand il arriva à Bonois, il est passé en mode enregistrement. En ce moment, ma mère n'y était pas. Et elle est venue accompagnée de son autre sœur. Donc, ils étaient 3 à la maison. Et il a commencé à parler, mon oncle aussi, en disant, mais tiens, tu es conscient de ce que tu viens de dire? Il dit oui. Il dit, bon, forcé de l'autre côté, est-ce que tu marches? Parce qu'il est infirme, je l'avais dit. Il dit, oui, je marche. Il dit, non, mais attends, tu es sérieux? Il a dit, oui, je suis sérieux. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, on va poursuivre. Et pendant sa conversation avec son petit frère handicapé, il lui a dit, mais c'est dans la sorcellerie, on a l'habitude de dire que vous mangez pour les gens et les gens mangent pour vous. Il a dit oui, c'est très vrai. Il a dit bon, donc notre père, disons mon grand-père, c'est toi qui as donné en sacrifice pour qu'il meure. Il a dit oui, c'est lui qui a donné. Et le mère aussi, c'est lui qui a donné. Déjà du côté maternel, je n'ai plus de grand-père, je n'ai plus de grand-mère. Et sur le champ, c'est mon oncle handicapé qui est à la maison, qui a confirmé que c'est lui qui a donné son père, c'est lui qui a donné sa mère. Et il fut un temps à la maison, pendant la nuit, il y a un chat qui faisait beaucoup de bruit. Il m'a même réveillé en pleine nuit en disant, Patrick, écoute, il y a un chat qui fait beaucoup de bruit dehors, va gérer cette histoire. Il dit, mais maman, il se fait tard, il est 2h, 3h du matin, il fait noir. Attendons jusqu'au petit matin, on va voir, le chat va partir de lui-même ou bien je vais le tuer. C'est comme ça jusqu'au petit matin, le chat était encore là, la fille de ménage, elle avait même peur de faire le ménage du
côté de la terrasse et tout. Donc elle est venue me réveiller. Patrick, le chat, il est encore là. Patrick, excuse-moi un peu, gars, dans les commentaires, ça devient déjà trop hâte. Tu es célibataire, gars? Oui. Ok. Il y a les filles là dans les commentaires qui sont il y a perdu jusqu'à je vois il y a des trucs comme quoi si c'est qu'il faut ça vient vite, qu'est-ce qui vient? Papa, pardon. Laissez ça. En tout cas, abonnez-vous à Patrick si vous voulez gérer une box, ok, pardon. Épargnez mes yeux, pardon. Tu peux continuer s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Donc le matin, la fille m'a réveillé en disant de venir tuer le chat en question. Je suis venu, j'ai ouvert, j'ai dit bon, c'est trop facile de le tuer parce qu'il était acculé dans un coin de la maison. J'ai ouvert le portail, le chat ne part pas. J'ai même appelé des voisins qui sont venus tuer le chat et qui l'ont mangé. On a tous mangé ensemble du côté de Benoît. Et pour revenir à la confession que mon oncle handicapé faisait à ses frères et sœurs, et ma mère a dit, mais il y a un chat qui est venu dans la maison, Patrick n'a pas pu le tuer et ils ont mangé finalement. C'est toi qui l'avais envoyé. Il dit non, mais ma mission du côté de Benoît chez toi, c'était pour te donner un sacrifice. Elle a dit, ah bon, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit non, quand je vois ton comportement à mon égard, tu es trop bien. Quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Quand j'ai besoin de manger une nourriture particulière, tu fais préparer la nourriture pour moi, tout et tout. Et là, ma mère était paniquée, ce sont les femmes. Elle a commencé à stresser, tout et tout. Et conseillée par des gens, ils lui ont dit, bon, il faut feinter. Par exemple, si la discussion a eu lieu un lundi, il faut dire à ton frère que vendredi, il y a un cas qui part pour le village. Et dès mercredi, j'ai dit, bah écoute, il y a un départ aujourd'hui, fais tes affaires et tu vas partir. Et c'est dans ce cadre-là que mon oncle est parti. Quand on lui a demandé, mais on va t'envoyer dans une église pour qu'on prie pour toi, il a refusé. Il a dit qu'il se sentait très bien de l'autre côté et tout. Bah les gars, c'est ma petite histoire pour vous et une bonne soirée à tout le monde. D'accord, s'il vous plaît les gars, likez là. Mettez les cœurs. Merci. D'accord. Donc, je vais raconter l'histoire je vais nommer l'histoire le petit magicien. C'est l'histoire d'un petit lycéen qui se retrouve dans un taxi. L'histoire se passe à Libreville. Il se retrouve dans un taxi et devant lui, il y a une scène de braquage. C'est comme ça que le chauffeur, étant un sujet ouest-africain, il dit au petit, vraiment ici au Gabon, vous êtes très bien parce que chez nous, si on attrape un voleur, on va le brûler. On va même pas le laisser vivre. Mais chez vous, vraiment, vous attrapez le voleur, vous avez le temps de l'amener à la police et autres. Donc, c'est comme ça que le petit dit, ah bon, il dit oui, effectivement. Et le taximan dit au petit et nous, il faut savoir que quand on vient dans vos pays, là, on ne vient jamais simple parce qu'on vient toujours étant protégé. Et il fait sortir une chaînette sur lui, il montre au petit garçon et il lui dit, cette chaînette-là, elle n'est pas simple, ça me protège de beaucoup de choses, de telle sorte que même si on me pointe une arme, ça ne pourra pas me ébloui au fait par l'histoire racontée par ce taximan. Et il lui dit, oh, mais comment faire aussi pour avoir cette protection comme vous, au fait? C'est comme ça que le taximan lui remet son numéro et il demande au petit d'appeler à 21h. À 21h, le petit appelle. C'est comme ça qu'il lui donne un endroit où il devait venir pour faire des rites et autres. Donc, le petit est parti faire des rites. Il s'est fait initier, si je peux dire ça ainsi. Il s'est fait initier. Et les jours qui suivaient, en s'initiant, le monsieur lui a remis une bague. Donc, et on lui a dit, au fait, faut jamais t'éloigner de cette bague, elle doit toujours être avec toi. Et dans son lycée où il était, il commençait déjà à avoir des révélations, genre il avait des visions, il faisait vraiment des trucs au-dessus du naturel, quoi. Il avait des visions, si tu as un problème, il voyait tes soucis, tes problèmes. Au fait, je veux dire quoi, il délivrait, je sais pas s'il sauvait, mais il avait des visions en tout cas. Après, à un moment donné, son maître spirituel lui dit, moi, si j'étais à ta place, je devrais ouvrir une église. Il dit, non, mais comment je vais ouvrir une église? Moi, je n'ai même jamais été dans des églises et autres. Donc, comment tu me demandes d'ouvrir l'église? Il a dit, non, mais si je te dis ça, c'est parce que j'ai déjà initié beaucoup de personnes et qui ont déjà des églises aujourd'hui et ils ont beaucoup d'argent. Le petit, avec le goût de l'argent, est parti donc se faire, je veux dire quoi, il est parti dans l'une des églises des personnes qui s'étaient fait initier. Il a fait peut-être 2 mois là-bas. Ensuite, quand il est sorti de là, subitement, le petit décide d'ouvrir son église. Ses parents sont tous, au fait, les parents sont contents que non, eux, ils se disent que c'est naturel, au fait.
que oh, vraiment Dieu soit loué parce qu'enfin notre fils a accepté Dieu et autres. Il va même ouvrir son église. Les parents tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Dans cette église-là, il délivrait, selon ce qu'il disait, il délivrait des gens, il y avait des miracles. Mais tous ces fidèles qui étaient dans l'église ne savaient pas que c'était sous une potion magique au fait qu'il arrivait à faire toutes ces choses, que c'était pas naturel et que ça venait pas de lui. Un jour, puisqu'on avait dit, ta bague, faut jamais quitter cette bague, il faut toujours qu'elle reste avec toi. Tellement la bague était belle, très jolie, il est parti un jour se laver, il a laissé la bague sur la table. Et il y avait des vacanciers chez eux. Donc, un parmi ces vacanciers a volé sa bague, ne sachant même pas au fait que c'est une bague travaillée. Donc, quand il revient, il cherche la bague, il ne trouve pas la bague. Il a failli devenir fou. Et il est allé jusqu'à promettre une grande somme d'argent pour la personne qui va retrouver cette bague. Personne ne sait prononcer que voilà. Et le comble, c'est que celui qui a volé la bague devait rentrer des vacances peut-être 2 jours après. Donc, ils sont repartis dans une autre ville. Et quand il repart dans l'autre ville, il retourne, le petit magicien retourne voir son maître, il lui dit, oh voilà, ma bague s'est perdue. Le maître spirituel l'a bien grondé. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je t'ai pourtant dit de ne jamais t'éloigner de la bague. Mais non, la personne qui a pris cette bague va mourir tout simplement. Donc, il a lancé le tonnerre à son neveu qui avait volé la bague du petit magicien et il est décédé. Et quand il décède, lui, il savait dans sa famille que c'est à cause de lui que son neveu est mort. Donc, il a su que c'est lui qui avait volé cette bague. Mais il ne savait pas exactement où le petit, avant de mourir, a mis la bague. C'est comme ça qu'il est mort enterré. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas retrouvé la bague. Le petit doigt est en train de pourrir. Donc, aujourd'hui, il demande conseil. Est-ce qu'il faut qu'il se confesse auprès de ses parents? Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux? Parce que son doigt est en train de pourrir. Et il ne sait pas, est-ce que tout la main et tout le corps finira par pourrir? Donc, c'est le conseil qu'il demande aujourd'hui. Donc, juste interpeller des gens que c'est bien de se faire initier, mais on ne s'initie pas avec n'importe qui ou bien n'importe comment. Et nous aussi qui cherchons des églises éveillées, vraiment ayons le discernement de savoir où on met les pieds, parce que tout ce qui est beau n'est pas forcément de l'or. Et voilà, beaucoup d'églises aujourd'hui nous dupent parfois, et beaucoup de maîtres spirituels aussi nous dupent parfois. Vraiment que Dieu nous donne le discernement dans ce sens-là. C'était ma petite histoire. Oui, j'ajoute aussi que c'est pas toutes les églises là où on dit Amen qu'il y a forcément Dieu. Hein. Il y a des gens qui font juste le business. C'est ça. C'est ça. Pas seulement l'église, hein. Même les magiciens également, au fait. C'est partout. Que ce soit, il y a les marabouts, mais que c'est juste le tapage. Il y a les marabouts, tu tentes, tu vas mourir. Donc il faut avoir le discernement. Il y a des petits signes qui ne trompent pas d'abord. Tu vois un jeune pasteur, il entre dans le ministère. À peine il vient de commencer, mais il n'est pas encore marié, mais il a une bague. Il n'est pas marié, il a la bague. Il est marié à quoi? Posez-vous les bonnes questions. C'est quoi son épouse? La bague va signifier quoi? Aujourd'hui, on a les gens qui portent des bagues juste pour le fond, juste pour avoir. Bon. Sachez que la bague veut dire alliance. C'est une alliance. Alliance avec quoi donc? Quand tu portes une bague, tu ne sais pas pourquoi tu portes. C'est l'alliance. Tu fais l'alliance avec quoi? Avec qui? Donc, vraiment, ceux qui sont en commentaire, dites-nous qu'est-ce que le petit doit faire, parce que son doigt est en train de pourrir. Est-ce qu'on peut trouver une solution au fait à propos de ça? Est-ce qu'il doit se confesser? Est-ce que donc il demande au fait la solution. Donc répondez aussi en commentaire, ça peut aider, ça peut sauver sa vie. Merci. Donc voilà. En tout cas, je vais seulement vous dire que, je vais seulement signaler cela que les trucs de bagues, alliance, on ne porte pas juste pour porter. Il y a ça représente beaucoup de choses. Et la plupart du temps, vous allez vous retrouver d'épouser des gens que vous ne connaissez pas spirituellement. Tu vas voir quelqu'un va venir constamment chez toi, derrière la bague que tu portes, que tu ne connais même pas pourquoi tu portes. Et il te fait ce que tu as. Oui. Ok, donc, vraiment, je vous exhorte à vous abonner sur la DMJ TV. On voit bien tout ce qu'il fait en fait. On voit bien comment les histoires qu'on raconte ici. Likez la vidéo. Donc, je voulais raconter une petite histoire. Aucun lieu n'est simple en fait. Ce n'est pas parce que tu es juste parti pour servir que rien ne peut t'arriver en fait. Il faut toujours se méfier. Il faut faire attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que vraiment, si tu es dans un endroit dangereux, ton corps va te prévenir. On sent toujours qu'on est en danger. On a beau dire que voilà et tout, mais effectivement, quand la situation va te dépasser, toi-même tu le sens au fond de toi. Il y a toujours quelque chose qui va te prévenir que bon là,
ma chérie, là, les problèmes se trouvent devant. Donc bon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est à l'université et qui se fait des sous en allant servir dans les soirées et tout. Donc vraiment, ce sont les trucs des hôtesses là. On lance une offre, un appel et tout sur Facebook, sur Internet et tout. Tu y réponds. On vous fait passer quelques tests. On vous demande si vous avez déjà été serveur ou serveuse. En tout cas, vraiment un entretien d'embauche normal. On vous demande vraiment, on vous explique que voilà, c'est pour une agence et tout qui sert dans les grandes soirées. Donc il faut avoir un joli visage, il faut avoir une belle présentation, il faut parler bien français et tout, parce que on est appelé à rencontrer des personnes, des personnalités, et il faut savoir bien s'exprimer et bien présenter, surtout. Dans le genre de soirée là où tu sais que si on te demande champagne, si on te demande verre à vin, verre à pied, il faut savoir ça. Donc tout. Donc la jeune fille, elle a passé les tests et tout. C'était une dame qui les a reçus. Il y avait plein d'autres filles et tout. Hein. On en a sélectionné une dizaine. Et tout. Donc bon, les soirées ont commencé. Bon, c'est pas tous les jours aussi qu'on t'appelle, en tout cas. Donc la dame, elle choisissait des personnes. Et dans les soirées là, il y a toujours un coin VIP. Il y a un coin là où on installe la crème de la crème, le haut du podium en fait. Il y a un coin là où on les installe et c'est pas toutes les serveuses qui y vont. Donc, si on te prend, on te demande d'aller servir là-bas, toi-même tu sais que bon, le pourboire à la fin de la soirée, c'est un pourboire vraiment conséquent quoi. C'est un pourboire qui est même plus que ce qu'on devait te donner à la fin pour te payer tout le travail de la soirée. Donc les filles avaient l'habitude de se chiffonner un peu pour avoir la première place quoi, pour être celle qu'on va mettre chez les VIP et tout. Mais vraiment les filles, quand vous sortez de chez vous, faites, même si c'est quelque chose d'important, si vous avez un sentiment dans le cœur qui vous dit que là où je vais là, je ne sens pas ça en fait, mieux vaut rester chez vous, même si c'est quelque chose d'important. La vie est plus importante que l'argent, pardon. C'est vrai qu'on cherche tous l'argent ici, mais la vie est plus importante que l'argent. Donc la jeune fille, elle expliquait que on lui avait dit que c'était elle qui devait aller servir le coin des VIP et tout, s'occuper d'eux et tout. On lui a même demandé de bien vêtir sa tenue, de bien se coiffer et tout, d'avoir les ongles des mains, les ongles des orteils propres, une chaussure propre et tout, parce que vraiment elle allait se présenter devant les personnalités pour servir et tout. Elle est arrivée là-bas, on lui a encore répété les mêmes choses. Tu dois sourire, tu dois bien présenter, les messieurs qui sont là-bas sont importants, ne nous fais pas honte. La dame ne faisait que dire que non, ne me fais pas honte quand tu parles là-bas et tout. Ce qu'on te demande de faire, tu fais. Ce qu'on va te demander, tu donnes et tout. Vraiment, il faut que parce que ce sont les personnes qui sont importantes qui sont là-bas. Donc, elle a commencé sa soirée et tout. Elle est partie servir, mais elle-même, elle disait que non. Les gens, en fait, elle disait que les gens qui étaient là-bas, il y avait une atmosphère bizarre en fait autour d'eux en fait. Il y avait une atmosphère bizarre. Ils étaient tous des jeunes messieurs et tout. Presque la trentaine. Elle a dit que vraiment maximum ça devait être 35 ans. Ils étaient tous jeunes, bien habillés et tout, mais vraiment ils étaient lugubres. Et on lui avait dit que non, il faut que tu souris. Si on te demande ton numéro, tu donnes. Ce n'est pas grave et tout. Mais il faut pas que les messieurs quittent de là-bas badent et tout. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé avec elle, qui lui a dit que non, il veut la revoir après la soirée et tout, que elle est intéressante, que voilà, que quand qu'il va attendre qu'elle finisse le travail et tout, et que après, ils vont continuer la soirée ailleurs, que vraiment, elle l'intéresse et tout, que il y a quelque chose sur elle qui l'a attiré, donc il a besoin de continuer la soirée avec elle. Bon. Des longs yeux aussi. Elle a donné son numéro. Elle a fini la soirée. Le monsieur l'a attendue et elle est partie avec le monsieur. Le monsieur lui a dit que non, il voulait aller terminer la soirée chez lui et que la maison n'était pas trop loin. Donc, elle est montée dans la voiture, ils sont partis. Déjà, les Gabonais connaissent Akanda. Akanda des forêts. Tu sors d'Akanda, tu commences à rouler.
Le monsieur roule, les portières se verrouillent, le monsieur roule, le monsieur ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Le monsieur ne fait qu'avancer. Elle lui demande que, mais on n'est pas déjà arrivé. Vous avez dit que vous n'habitiez pas loin, qu'on allait continuer la soirée et tout. Le monsieur ne fait qu'avancer aussi, il ne répond plus. Le monsieur ne fait qu'avancer. Elle disait que non, on va où? On va où? Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée, je veux rentrer. On va où? Le monsieur ne faisait qu'avancer aussi. Jusqu'à ce que ils se sont retrouvés dans une forêt. Elle a dit qu'elle peut pas bien situer tout, mais bon, le Gabon est couvert de forêts. Si tu commences à avancer dans un quartier, forcément, arrivé à un endroit, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'arbres et tout. Le gars lui dit que ouvre la portière, tu descends. Ouvre la portière, tu descends. Elle dit que mais je descends, on est au milieu de nulle part, on vient faire quoi ici? Tu as dit qu'on partait chez toi et tout. Le gars a commencé à s'énerver que tu ouvres la portière, tu descends. La fille est descendue. Le gars lui a dit que je cherchais quelqu'un. C'est tombé sur toi. Ce n'est vraiment pas contre toi, mais j'avais besoin de faire mon sacrifice, mais ce n'est vraiment pas contre toi. Je n'ai rien contre toi, juste que tu étais là ce soir et que j'ai besoin de faire mon sacrifice. Le gars a commencé à l'emmener et tout. On l'a emmené dans une maison. Elle dit qu'il y avait d'autres filles là-bas. Qu'il y avait d'autres filles, qu'il y a une fille qui lui a dit que non, elle est là depuis 3 jours, que elle a entendu même sa copine crier, que genre on vient chercher une fille, on l'emmène. On vient chercher une fille, on l'emmène. Qu'on est déjà venu chercher sa copine dans la journée et tout, elle a entendu sa copine crier. Elle sait que sa copine est déjà partie et tout, et elle-même sait que la mort l'attend. La fille a dit que non, elle a commencé à prier. Elle priait, elle demandait pardon à Dieu, elle a dit que Seigneur, pardon, je suis sortie pour travailler, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici, je ne sais pas ce que je suis venue faire ici, pardon, je suis venue pour travailler. On est venu chercher la fille avec qui elle parlait, elle aussi a entendu comment elle criait. Le lendemain maintenant, on est venu la chercher aussi, on l'a emmenée. Quand on l'a emmenée, elle dit qu'elle était dans une pièce, une sorte, comme dans les boucheries là. Comme dans les boucheries, chez les bouchers, il y a souvent les crochets qui sont accrochés au mur et tout, là où on accroche les gigots de viande là. Elle dit qu'elle était dans une pièce comme ça avec les carreaux et tout. Il y avait les corps accrochés sur les bassines qui recueillaient le sang en bas. La go a dit qu'on a commencé à lui montrer les choses, qu'on voici tel couteau, voici tel truc et tout. On va te faire du mal avec ça, on va te faire du mal avec ça. Tu vas crier, tu auras mal, vraiment pour lui faire peur et tout. Tu vas crier, tu auras mal et tout. Elle était là, elle a commencé à supplier le monsieur que pardon, moi je suis seulement partie travailler. Le gars a dit que jamais ma chérie. Tu es déjà arrivé ici, c'est fini pour toi. Donc, on l'a mis sur la chaise, on l'a attaché. Le gars est parti. Elle a dit qu'elle ne sait pas là où il est parti et tout, mais quand il est sorti là, elle a tout fait pour essayer de se lever de la chaise là et tout. Elle a dit qu'elle a poussé une porte. Il y avait la forêt. C'était en pleine journée. Elle a dit que dès qu'elle a poussé la porte là, elle s'est mise à courir tout droit. Tout droit, elle courait seulement. Elle s'est mise à courir dans l'herbe, dans les machins. Elle entendait les gens parler derrière elle. Elle courait à un moment. Elle a vu un arbre et tout. Elle s'est assise là. Et quand elle s'est assise, elle a entendu les gens passer. Demander que mais elle est où? Fouiller, elle est où? Elle ne doit pas sortir d'ici parce que si elle sort, tout le monde va savoir et tout. En tout cas, la jeune fille est restée cachée là sous l'arbre. Elle a dit qu'elle est restée cachée sous l'arbre. Après, elle a attendu. Elle a dit qu'elle a attendu je ne sais pas combien de temps et tout. Maintenant, quand le soleil commence à se coucher, elle s'est mise à marcher. Elle marchait toujours tout droit. Elle est arrivée devant une maison. Elle a cogné. Il y avait une dame qui était à l'intérieur, une vieille dame et tout. Elle a demandé à la dame si elle avait un téléphone. La dame lui a dit que oui, elle avait un vieux téléphone. Elle a appelé ses parents, on est venu la chercher. Ses parents l'ont emmenée à la police. Quand la police est revenue sur les lieux, la maison était clean, comme s'il y avait rien à l'intérieur. La maison était clean, aucune trace, rien du tout. Elle dit qu'elles voient encore parfois le jeune là dans la ville. En tout cas, vraiment les filles, il faut vous méfier. Il faut pas aussi avoir les longs, il faut pas avoir le gros cœur. Tu es sorti pour travailler, tu as eu les pourboires, tu sais qu'à la fin de la soirée, tu auras ton salaire. Rentre chez toi. Ne cherche pas plus loin. En tout cas, c'était ça l'histoire que je voulais raconter ce soir. Merci beaucoup, Lordwin, pour ton histoire. Bonsoir, User. Oh oui, bonsoir, mon très cher ami. Comment tu vas? Super bien, merci. Toi-même?
Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir. Alors, je voulais raconter une histoire que j'ai vécue. C'était en 2006. Alors, je crois que ça va être la deuxième fois que j'explique ça à quelqu'un. Je vais expliquer ça à un ami, mais là, ça va être une deuxième fois où je vais expliquer comme ça, si tu veux. Voilà. Alors, à l'époque, j'étais encore, si vous voulez, j'étais encore très jeune. Je n'étais pas encore calme comme maintenant. Voilà. Et là, j'ai croisé une fille. Et puis, bon, voilà, le lendemain, on s'est donné rendez-vous, on s'est retrouvés quelque part et tout ça. Et le même jour, la fille me dit que elle voulait qu'on aille ensemble. Je dis, bon, mais c'est hier qu'on s'est connus, aujourd'hui déjà, lui, que je suis un bel homme, des trucs comme ça. Alors, à l'époque, vraiment, je n'étais pas sage comme maintenant. Oui, qui est le Et bel donc- homme? On va faire comment, non, mon frère? Vraiment, le bel homme, abonnez-vous à lui. Et donc, c'est parti. On allait manger quelque part et puis après, on s'est retrouvés, voilà, dans un endroit close et tout ça. Et puis bon, ce qui devait se passer, c'est passé. Alors, quand on finit, moi, je suis couché. En fait, pas que j'étais endormi, mais je sais pas comment expliquer ça. Après, les trucs, tu vois comment on s'y sent là. On a envie de se reposer un peu, un truc comme ça. Et puis, j'ai eu l'impression que elle était avec un groupe qu'elle avait autorisé de rentrer me visiter, en fait. Et moi, je n'étais pas complètement endormi. Et je lui ai dit, mais ce que tu es en train de faire là, si tu joues à ça, ça ne va pas t'arranger. Parce que là, je ne sais pas ce que je te fais. C'est toi qui demandes qu'on arrive ici. On arrive là, je ne sais pas quelle est l'intention que tu as. Et puis, ça a duré 5 minutes comme ça. J'arrivais pas à me lever et tout ça. Et puis après, bon, voilà, je me suis réveillé. Voilà, et là, je me dirige dans la douche, je me nettoie et tout ça. Et tout de suite, je m'habille. Et puis, elle me dit, non, mais c'est quoi? Je dis, non, on quitte ici. Donc, elle monte dans la voiture et tout. Et moi, je lui pose la question. J'ai dit, mais c'était quoi l'intention? Qu'est-ce que tu voulais me faire? Elle me dit, non, que je m'excuse et tout ça, ça va plus jamais. C'est tout. Et donc, je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle avait l'intention de me faire mal? Ça, c'est une histoire de 2006. À l'époque, je n'étais pas encore comme ce que je suis aujourd'hui. Mais est-ce que l'intention de la fille, est-ce qu'elle avait l'intention de me faire mal? Je ne sais pas. Donc, c'est juste avoir les conseils des uns et des autres. Donc, j'en ai fini, très cher ami. Et merci de m'avoir passé la tête. Merci beaucoup pour ton histoire. S'il est après ce qui. Merci à ceux qui like, ceux qui commandent là, je vous lis là. C'est en lisant vos commentaires là que je remarque bien les noms, donc merci beaucoup. Ceux qui précisent même souvent d'où ils écrivent là, depuis Yaoundé, depuis Bamako, depuis le Mali, le Maroc, merci. Moi, personnellement, je reviens dessus parce que, personnellement, je ne vais plus dans les églises, moi. Parce que j'ai été victime. En 2009, vu que moi, je me suis mariée très jeune à l'âge de 17 ans. Je me suis mariée en 2006. Et mon mari était déjà rentré chez lui, mais je n'arrivais pas à aller le rejoindre jusqu'à 2009. C'est où une maman me dit, tiens, comme tu n'arrives pas à aller rejoindre ton mari, viens, je t'amène dans une église, sachant que moi, à la base, j'étais adventiste. Et c'est comme ça que je l'accompagne à l'église de la place. C'était à Yaoundé, à Essos. Je l'accompagne. Une petite église. D'abord, tout le monde était jeune. Les pasteurs, les membres, tout le monde était jeune. Je ne pense même pas qu'ils avaient 30 ans. Ils avaient... Les voyants, ils avaient moins de 30 ans. Et quand je suis arrivée, elle dit, tiens, voilà, je vous ai amené ma fille dont je vous avais parlé. Elle s'est mariée, elle n'arrive pas à aller rejoindre son mari. Ça fait déjà 3 ans. Ses choses sont bloquées, elle a le mauvais œil, elle est allée partout, ça ne va pas. Ils m'ont dit, bon, on va gérer ton affaire.
Après ça, la prière a commencé. Quand ils ont commencé à chanter, tout le monde est venu. Tout le monde me touchait. C'est chacun qui me touchait. D'autres touchaient la tête, d'autres touchaient le ventre, d'autres touchaient partout. À un moment, je suis tombée. J'ai eu des vertiges, je suis tombée. Je veux pas être grossière, mais je vais dire, j'ai vomi et j'ai fait sur moi, sur place. Et la dame, elle me dit, ah bah oui, c'est la délivrance, ça veut dire que tout va bien, c'est la délivrance et tout ça. Moi, j'ai dit, ok, j'ai eu ma délivrance. 2 jours après, au rond-point Fundi, il y avait un monsieur qui était comme un fou. En fait, nous on l'appelait le fou du quartier. Chaque jour, avant que je n'aille dans cette église, c'était mon ami. Quand je sortais, parfois, j'achetais le pain chez la femme qui vendait au Carrefour. Je lui donnais un petit bout, tout ça. Mais 2 jours après, le monsieur court vers moi. Il commence à me taper. Il commence à me dire, espèce de sorcière, j'étais vaincue la dernière fois. Maintenant, te voilà, tu viens me chercher encore les problèmes. Je vais te tuer. Il commence à me taper. Et j'avais déjà peur de prendre ce chemin-là. C'est comme ça, comme mes papiers tardaient à sortir, j'ai appelé mon oncle pour venir m'aider à monter mon dossier et tout. Mon oncle a quitté le doigt. Là, il arrive. Et le taxi nous laisse là. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai vu le monsieur, j'ai enlevé les talons, j'ai commencé à courir. Mon homme me dit, mais tu cours quoi? J'ai dit, mais il y a ce fou-là qu'à chaque fois quand il me voit, il me bastonne. Quand il arrive, il me fait d'abord la chandelle. Mon oncle se déshabille, il dit qu'il va bagarrer avec lui. Il dit, mais tonton, tu vas pas bagarrer avec un fou. Il me dit, non, je vais pas accepter qu'il te tape. Il a commencé à me taper de partout, ce monsieur. C'est comme ça que je suis retournée voir mon pasteur. Et on a fait des jeûnes et des prières et tout ça. Quand on a fait ça, pendant, je crois, 2 mois ou 3 mois comme ça, le monsieur, un jour, il revient vers moi. Je sors de la maison, me voilà, je me croise avec lui nez à nez. Quand je me croise avec lui nez à nez, il me dit, ça va ma chérie? J'ai dit, ok, le type s'il ne me fouette plus. C'est où je retourne, j'explique cette histoire-là à mon pasteur. Mon pasteur me dit, en fait, ils avaient ouvert des portes des démons en moi. Pendant que moi, j'allais chercher ma délivrance, ils sont allés ouvrir des portes en moi. Je lis les commentaires, ceux qui disent que j'ai des histoires. Oui, j'ai des histoires, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. J'en ai plein d'autres. Et ils ont ouvert des portes en moi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je ne vais plus dans des églises. Parce que j'ai peur. Je reste chez moi, je préfère prier chez moi. Quand il faut faire des offrandes et tout ça, je préfère faire des dons aux personnes qui n'en ont pas. Au lieu d'aller dans une église, je préfère faire mon église chez moi. Donc, c'était pour la petite histoire par rapport aux églises et pour dire aux gens de faire très attention par rapport aux églises. Les églises, il y a des églises réveillées ici qu'il ne faut même pas mettre les pieds. Donc, je te remercie encore pour la 2e fois cette soirée et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Assings, pour ton histoire. Je profite aussi pour dire que c'est pas parce qu'il y a des faux billets que les vrais n'existent pas. Ceux qui ont compris ont compris. Donc, on continue. Quand on est bref là, on dit les histoires les plus courtes sont les meilleures. Les histoires les blagues autant pour moi. Bonsoir tout le monde, bonsoir DMG. Bonsoir Phoenix. Ok, l'histoire, désolé, je vous prie de bien vouloir liker la vidéo et partager. Merci. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée au Cameroun, du côté de village, si je me rappelle bien. Le quartier s'appelait Bonaloka et Brazzaville. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune groupe d'enfants du côté de Brazzaville. Comme la vie était difficile de leur côté, ils ont décidé de prendre l'aventure.
Ils sont quittés au Ça, nombre de 3. attends, voilà, c'est la magie. Elle dit que tu chantes. Non. Mais là, je suis un peu stressée. Non, Ok, du là, coup. voilà, c'est la magie. Ok. Ah, j'ai oublié. Ok. J'étais où, ouais. Du coup, ils ont pris Elle part en aventure. parce que c'était difficile. Du coup, ils sont quittés au nombre de 3. Comme d'habitude, ils ont pris la route de Nigeria et tout ça. Et arrivé au niveau de l'Algérie, malheureusement pour eux, ils ont été attrapés par la police algérienne. Du coup, on les a rapatriés au niveau du Niger. Et lui, en fait, il était épuisé parce qu'il n'avait plus d'argent pour continuer, mais ses 2 amis avec qui il était, ils ont pu continuer. Et du coup, lui alors, au lieu de rentrer, il a décidé d'aller du côté du Bénin. Arrivé au Bénin, alors, arrivé là, il a commencé à travailler dans un bar pour se faire un peu d'argent pour pouvoir continuer à rentrer. Et arrivé dans le Bénin, il y avait, je crois que c'était la CFC, ou bien la CFSA, pour les personnes qui ont essayé l'aventure. Du coup, quand ils n'arrivent pas, ils peuvent aller là-bas, on leur donne une somme de 20 000 francs, allant jusqu'à 100 000 francs pour retourner dans le pays. Du coup, le mec, il est parti là-bas, il a réussi l'argent, mais au lieu de rentrer, il est resté au Bénin. Et là-bas, il a rencontré un homme qui lui a fait les trucs de pratique et tout ça. Et le monsieur lui a offert une bague magique. La condition était qu'il envoie la bague. Du coup, il a envoyé la bague et il a pris l'argent, il est rentré au Cameroun. Arrivé au Cameroun, ce qu'il faisait, c'était que à chaque fois que les gens dormaient chez eux, il passait dans les maisons pour voler les babouches des gens. C'était ça son rite en fait, ce qu'il devait faire tout le temps. C'est qu'à chaque fois qu'il passait devant ta porte, dès que si t'es pas là, il vole tes babouches et par avec. Et le lendemain, la personne, qu'elle se lève le matin, ses pieds en, ça a commencé à faire genre, c'était grave dans le quartier. Jusqu'on ne savait pas qui le faisait. Et au fur et à mesure qu'il prenait, il volait les babouches des gens, il commençait à être riche. Il avait de l'argent, on ne sait pas d'où ça provenait, il commençait à avoir de l'argent de temps en temps, tout le temps. Et après, alors, quelques temps plus tard, il allait du côté de Bonaluka, dans une mosquée. Tu vois, à l'heure de la prière, ce moment-là, moi, je faisais le Macaranta, c'est genre l'école coranique. Du coup, on partait à 16h, on finissait et puis on faisait la prière du soir, on rentrait chez nous. Du coup, arrivé là-bas, il attend que nous sommes à l'intérieur, on a fini le Macaranta et puis nous sommes en train de prier la prière de 19h, 20h. Le mec, il est arrivé, il a raflé les babouches de tout le monde. Tu sais, comme les musulmans, quand on prie d'habitude, on laisse nos babouches dehors. Du coup, il a ramassé tous les babouches. Mais malheureusement pour lui, il y avait un autre mec qui était dans le même, qui venait aussi à la prière, mais il était juste en retard. Il a vu ramasser, mais il dit qu'attends, mais tu es en train de faire quoi? Mais tu fais quoi là? Oh, reviens, dépose ça là. À force de crier, il y a aussi des gens, des boutiquiers qui étaient autour, qui disent que matin, il fait quoi? On dit qu'il est en train de voler les babouches des gens. C'est comme ça qu'on arrête, on le frappe. Tu connais les Camerounais qu'on parle du vol. Du coup, on le frappe, mais le mec ne se blesse pas. On prend les roues de voiture là, on met l'essence, on le brûle, le mec ne se brûle pas, genre rien, sa peau il était rien, même pas une goutte de sang ou rien du tout. C'est comme ça que on reste là, on dit que mais qu'est-ce qui se passe, personne ne comprend ce qui se passe. On continue à le frapper avec des lattes et tout ça, mais rien ne se passe. Du coup la prière finit, du coup nous on sort avec l'imam, on arrive, c'est là que l'imam arrive, l'imam le voit. L'imam dit que... Attends. Il dit qu'on a mis dans les roues. Oui, les roues de voiture. Il ne brûle pas. Et les habits, alors ça se brûlait quand même. Rien ne se brûle. C'était comme, tu vois comme t'es là, non? On t'arrête, on te met dans la roue. Non, pas moi. Un exemple, d'accord, sorry. Du coup, on l'arrête, on le frappe, on lui fait tout, rien. Même pas une égratignure, même rien du tout. Rien. Genre, les gens, même qui le frappaient, étaient fatigués. Genre, près de genre 2 heures de temps pour la prière, c'est jusqu'à 20h, 20h30. On le tape, tout le monde est fatigué, on le regarde. On lance clairement. Du coup, le même sort, il arrive, il regarde le mec pendant quelques minutes, il retourne à l'intérieur. Il ressort encore avec le Coran et tout ça. Il dit que le mec n'est pas simple. Il demande au bandit que tu n'as qu'à donner ce que tu as. Le mec dit que non, je n'ai rien. Et puis l'islam, sorry, le français c'est un peu compliqué. J'ai perdu la langue française. Je suis plus dans l'allemand. Du coup, l'imam dit que tu n'as qu'à donner ce que tu as. Mais le mec dit que non, je n'ai rien.
Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Liam dit que... Liam pas. L'imam dit que tu n'as qu'à remettre ce que tu as pris. Il dit que non, je n'ai rien, je n'ai rien. C'est comme ça qu'il repart encore. Et c'est parce qu'il a pris qui était dans l'huile, un truc, une huile comme ça. Et le truc, il revient, mais ça, c'est lui. Il commence à lire les versets du Coran et tout ça. Il lit. C'est là que le mec commence à avoir les maux de ventre, tout ça. Il se tire le ventre, il se tire le ventre, il se tire le ventre, il se tire le ventre. Il commence à crier. On ne comprend rien. Tout le monde est seulement en train de regarder. Les autres personnes prennent des vidéos, tout ça, pour voir ce qui se passe. Pourquoi tu rigoles, c'est bon? C'est ça que je suis en train de te voir, en fait. Je te vois quand tu parles. Non, c'est pas toi. Les gars sont fous dans les commentaires. J'aime un peu le temps de regarder les commentaires. Ne regarde pas les commentaires, sinon tu vas te décourager. Pendant que tu t'engueules, dit l'imam, l'autre dit que l'imam a dit que quoi? L'autre dit, Liliane a dit que vraiment, vous dérangez. Non, pas de l'imam, désolé, je suis désolé. C'est juste qu'il y a certains mots que j'ai complètement oublié comment les prononcer. Du coup. T'inquiète pas, c'est pas toi, c'est eux. Du coup, le mec commence à se tortiller le ventre que rien ne va. Et après, il se met à, il commence à vomir des trucs jaunes, des trucs. Et après, on voit comme une bague sort, genre une bague en or, vraiment genre épaisse. C'est là qu'on crie que, oh, qu'est-ce que ça? Comme ça que les gens prennent avec le bâton pour retirer, pour voir ce que c'est. C'est là que l'imam prend un mouchoir, il retire la bague au sol. Et dès qu'il retire la bague au sol, le mec commence à crier que non, ça va, je vais raconter tout l'histoire. C'est là qu'il dit maintenant que oui, c'est comme ça qu'il allait au Bénin. On a fait des rituels, il a fallu, le truc, la condition était qu'il veut les babous des gens et après, les pieds des personnes commencent à gonfler, pourrir. C'est maintenant qu'il y a un autre mec qui était du même quartier que lui. Qu'est-ce que t'as dit? Donc, quand il prend les babouches, là, c'est pour les donner les babouches, là, on travaille juste ça, après, tes pieds commencent à pourrir. Les pieds commencent à pourrir. C'est là où il y avait d'autres gens qui venaient du même quartier que lui à Brazzaville, qui dit que oui, depuis un moment, c'est un truc qui se passe du côté de Brazzaville, il y a beaucoup de familles qui ont les problèmes de pieds, qu'on ne sait pas ce qui se passe, On dit que, ok, on te ramène dans ton quartier. On prend le mec, on le retourne avec lui à Brazzaville, avec tout le monde, hein, tous les gens qui étaient avec lui, tous les gens qui le frappaient, le ramènent là-bas. C'est comme ça qu'on arrive. Les personnes qui ont subi les tragédies à cause de lui arrivent. Alors maintenant, on dit qu'il faut donc trouver une solution par rapport à tout ça. Tu fais donc comment maintenant? Il va falloir que tu soignes ça parce qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner ça? Le mec dit que je ne sais pas. Que le marabout avait juste dit qu'il doit juste prendre les babouches et envoyer. Et lui ne sait pas comment il doit faire pour annuler tout cela. Il y avait un des fils de la femme chez qui il avait pris les babouches. Du coup, le mec, il était déjà enragé, non? Parce qu'il voit les pieds de sa mère qui poussaient, tout ça. Il a pris une latte, il lui a frappé à la tête et le mec, il est tombé, il est mort. Et ouais, c'était bizarre. Et je ne suis pas en couple. J'ai que 19 ans, du coup. Ouais, c'était toute mon histoire. Ok, il n'est pas en couple. T'es sérieux, là? On fait comment? Comment? Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.